à mon commandement. Galop. Présentez. Armes. Merci beaucoup.
Reposez. Armes. Repos. Calme. Présentez. Armes. Reposez. Armes. Repos.
Le silence seul, aujourd'hui, accompagne le départ du général Georgelin. Et comme en écho, sa voix nous revient. Cette voix qui le précédait toujours de quelques mètres. Dans le chantier de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, elle claquait, saluait, encourageait. Elle couvrait le bruit des outils et le vacarme des artisans. À l'Élysée, sa voix s'échappait dans la cour d'honneur quand l'été venu, le général ouvrait sa fenêtre. Elle concurrençait à elle seule l'orchestre de la garde républicaine, trompettes et tambours, montait aux étages, faisait sourire d'avance ceux qui travaillaient avec lui. Voix rocailleuse des Pyrénées, abrupte ou chaleureuse. Sévérité militaire et bonhomie un peu rude. Accent théâtral qui lui faisait allonger des voyelles. Sa voix semblait toujours être prolongée par quelque écho, comme si le général conversait dans une crypte, dans une chapelle, dans les abbayes ou les églises qu'il aimait tant. Cette voix était l'expression de son caractère exceptionnel, autant que le moyen de convaincre, d'impressionner, quelquefois de réduire au silence tout ce qui entravait ses desseins. Le général, c'était cette voix. Une force qui va, un mouvement qui venait de loin, de son pays natal, du Comminges, d'Aspet, des brumes du pic de Cagir. Moi qui fus un soldat quand j'étais enfant, comme disait Victor Hugo. Né en 1948, Jean-Louis Georgelin fut un enfant de l'après-guerre et à coup sûr, déjà, un soldat. Un enfant élevé dans le souvenir et bientôt la rumeur des guerres. Son père, sous-officier, combattait à des milliers de kilomètres, en Indochine, puis en Algérie. Sa mère, Marcelle, fut pour toujours le pilier de sa vie. Ils attendaient, avec son frère et sa sœur, les nouvelles des combats. Et il resta peut-être à Jean-Louis Georgelin cette douleur et cette pudeur des gens qui attendent, qui marchent et qui espèrent. Mais comme il le répétait sans cesse dans un emprunt peu orthodoxe, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et Jean-Louis Georgelin n'était que volonté. Alors de ces rêveries de promeneur solitaire, de cette connaissance intime du service de la patrie, le jeune homme fit sa vocation. Il devint fantassin. Entré à Saint-Cyr, il y devint élève officier de 1967 à 1969, dans la promotion Brunet de Sérigné. Puis ce furent le 9e régiment de chasseurs parachutistes, l'école d'application de l'infanterie à Montpellier, l'état-major de l'armée de terre. Après un séjour aux États-Unis, Jean-Louis Georgelin intégra l'école de guerre. En 1985, il revint à Saint-Cyr. Cette fois-ci, pour commander une promotion. Instructeur exceptionnel, professant, éprouvant par ses actes la grandeur du métier d'officier. Ce chef savait que diriger était d'abord montrer l'exemple. Alors, avec ses élèves officiers de la promotion cadet de la France libre, il accomplissait chaque mois une marche commando. Encore aujourd'hui, ces derniers n'ont rien oublié de la malice de leur commandant, de son détachement bourru qui masquait la tension affectueuse. Jean-Louis Georgelin voulait pour eux le meilleur, la liberté dans la discipline et l'entraide. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et ce chemin s'éleva sans cesse. Après un retour dans son cher 153e régiment d'infanterie de Mutzig, où il avait aussi servi jadis, il s'affirma comme un officier d'exception.
Bourreau de travail, meneur d'hommes, délégant avec confiance, mais toujours obsédé des détails. Cet officier savait trancher, ne jamais s'embarrasser des fausses contraintes. Son charisme tenait aussi à son érudition. La culture générale est la véritable école de commandement, aimait-il à répéter. En 1997, envoyé en mission en ex-Yougoslavie, Jean-Louis Georgelin fut nommé général de brigade. Une force qui va, toujours, plus haut. Elle était chez lui un élan irrésistible. Elle impressionnait et séduisait. Mais elle cachait aussi un art du dialogue, de la négociation. Ainsi, Jean-Louis Georgelin savait être diplomate. Un très bon diplomate, selon le président Jacques Chirac, que le général servit comme chef d'état-major particulier à l'Élysée, à compter de 2002, lors de crises majeures. L'entrée en guerre en Afghanistan, les opérations de nos forces dans les Balkans, au Liban, en Côte d'Ivoire. Cette force, surtout, voulait servir. Servir un chef de l'État exige toujours de dire la vérité, pour inconfortable qu'elle soit. Parfois, servir suppose de convaincre, en menant auprès des administrations, selon ces mots, un combat mobile d'usure. Enfin, d'assumer toute décision politique avec loyauté et esprit de devoir. Chef d'état-major des armées sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Georgelin fut un serviteur exemplaire. Cette force n'était pas non plus dénuée de finesse. En 2010, le général Georgelin accéda à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. À ses pas telluriques qui faisaient trembler les médailles et les porcelaines de l'hôtel de Salm, certains prirent crainte. Mais pendant 6 ans, avec une subtilité et une profondeur attentive, le général rénova l'institution, comme ses bâtiments et ses collections. Cet amoureux du patrimoine savait redonner du lustre en posant la lumière du jour sur les merveilles du passé, dont la grille du frère Denis de l'ancienne abbaye royale. Car cette force était aussi celle de la foi. Jean-Louis Georgelin était catholique. Comme il était soldat de la France, serviteur de l'État et de la République, sans rien d'incompatible entre ces 3 aspirations, avec l'agencement entre le spirituel et le temporel qui permet la vie en commun dans une république laïque. Sa foi se décelait à chacun de ses gestes, dans son dévouement pour des causes plus grandes que lui, dans cette charité qu'il pratiquait toujours dans l'ombre, dans sa joie quand, installé à l'Élysée comme représentant spécial du président de la République, il apprit qu'il aurait pour bureau une ancienne chapelle. Dans sa distance paradoxale aux hommes et aux choses. Le général Georgelin ne se considérait pas comme un intellectuel. Son humilité le retenait de s'attribuer le titre. Il avait pourtant tant lu et retenu de Blaise Pascal la différence entre les grandeurs naturelles et les grandeurs d'établissement. Les premières naissent des vertus physiques et morales qui doivent être admirées et reconnues. Les secondes sont l'expression de l'ordre social auquel l'on doit se conformer loyalement. Cette distance critique n'était jamais chez lui du cynisme. Il était chef, installé dans la vie, et cachait sans doute toujours secrètement ce petit chose et ses fragilités. Avec une forme de liberté de jugement, de sagacité amusée, une distance qui faisait sa valeur de conseiller et son autorité de chef, son humanité. Oui, sa force était aussi une foi.
Il était un soldat pénétré d'espérance, celui qui croyait au ciel et celui qui marchait au pas. Là étaient les deux nœuds du même bois. En avril 2019, au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris, de là où je suis, j'ai appelé le général Georgelin. Il avait passé la nuit incrédule et meurtri. Il avait pensé, soulagé, que l'homme qui dirigeait l'intervention des sapeurs-pompiers, le général Gallet, était l'un de ses anciens élèves de Saint-Cyr, dont il connaissait la valeur au feu et au front. Mais enfin, rien ne pouvait tellement le consoler. Notre-Dame de Paris était bien l'âme de la France. C'était même son enfance, quand avec son père, ils avaient accompli un grand tour de nos monuments nationaux. C'était l'orgue, jouant la musique de liturgie qui lui faisait monter les larmes et dont l'idée du silence désormais dans la cathédrale ravagée les lui faisait monter plus encore. Lorsque ce jour d'avril 2019, je lui ai confié le destin de ce chantier colossal, presque impossible, le général Georgelin n'exprima qu'une chose, sa volonté de servir. Il ne broncha pas à l'exposé de sa mission, reconstruire en 5 ans. Lorsqu'il y a une volonté, il y a un chemin. Et aussitôt dans son regard, dans ses mots soigneusement choisis comme toujours, j'ai vu le général convoquer chacune des qualités éprouvées lors de sa carrière. L'ancien responsable de la planification et des finances à l'état-major mettrait en œuvre un calendrier que d'aucuns jugeaient déraisonnable. L'officier d'exception garantirait l'unité d'action entre tous les corps de métier. L'homme de volonté ne se laisserait pas impressionner par les experts, mais deviendrait lui-même le plus grand expert du sujet et les embarquerait. L'amateur secret de patrimoine veillerait à ce que le chantier fasse appel à des savoir-faire disséminés partout en France. Le diplomate paradoxal unirait les bonnes volontés de toutes les autorités temporelles et spirituelles. Pendant 4 années, le général Georgelin accomplit tout cela. Pour nos compatriotes comme pour le monde entier, il devint une figure familière. Le général de la cathédrale. Le 8 décembre 2024, nous retrouverons Notre-Dame de Paris. Parce que c'est le vœu de la nation entière. Et ce fut mon serment au peuple français. Et ce serment fut servi par sa volonté. Jean-Louis Georgelin ne vivait pas d'honneur, mais d'espérance. Il avait un but. Sa vie a connu son terme avant de l'atteindre. Mais toutes les grandes œuvres nécessitent cette part d'effort qui n'attend pas forcément de récompense. Le 8 décembre 2024, les portes de Notre-Dame s'ouvriront. Les murs de la nef seront blanchis, les vitraux plus clairs, la splendeur du lieu plus pure encore. La cathédrale retrouvera le culte. Seront là les catholiques. Vous serez là, Monseigneur, et autour de vous, vos évêques, vos prêtres et tant d'autres. Seront là tous ceux qui travaillaient avec lui et ne perdront plus jamais le goût de son exigence, qui, quand elle était brusque, se rattrapait ensuite par 1000 attentions. Seront là les femmes et les hommes du chantier, celles et ceux du général, comme on dit ceux de Saint-Cyr ou de l'infanterie, ses adjoints, ses architectes, ses compagnons du grand œuvre. Seront là les anonymes, charpentiers et maçons, vigiles et orfèvres, venant de la France entière, qui samedi, à l'annonce de sa mort, ont tous pleuré.
Mon général, le 8 décembre 2024, ces femmes et ces hommes penseront à vous, à votre silhouette manquante parmi ces piliers, à la fierté que vous auriez éprouvée face à ce succès assurant à votre nom sa place dans la longue chaîne des temps. Nous penserons à vous. Je penserai à vous. À la manière que vous auriez eu de marcher un peu à part de la foule, dans la nef, prenant ce moment pour vous, rien qu'à vous, dans le secret et l'ombre de votre foi. Et vous serez là, en général, dans le carillon, à travers les coups de l'Angélus, perçant le son des cloches de Notre-Dame de Paris. Toute la nation vous entendra encore. Nous entendrons votre voix rire, gronder, déclamer. Nous entendrons vos silences aussi, qui disaient la solitude et les blessures pourtant tuent. Nous entendrons votre voix, forte, déterminée, revenue d'outre-tombe, mais toujours là. Voix patriote, voix de la France, cantique des cantiques. Alors, nous pourrons vous dire merci. Adieu, mon général. Vive la République. Vive la France. Garde à vous. Présentez. Armes. Aux morts.
Reposez. Armes. Repos. Calme. Présentez. Armes. Reposez.